Lydia Marinelli et Andreas Meyer rêvaient avec Freud l'histoire collective de l'interprétation du rêve. L'interprétation du rêve de Sigmund Freud est le livre fondateur de la psychanalyse paru en 1899. Le lecteur découvre la voie royale à l'inconscient. Enquête sur cet ouvrage et de ses 8 éditions successives de 1899 à 1930. Débat entre Freud et ses premiers lecteurs Adler, Ferenczi, Jones ou Jung. L'ouvrage est le fruit d'un travail collectif conçu comme outil de conversion du rêve. Il devint un instrument de combat théorique. Freud a jugé son texte intraduisible. Texte inédit d'Otto Rank de 1914, éliminé par la suite. Œuvre canonique comme L'origine des espèces de Darwin ou Le Capital de Marx. L'objet de ce livre est le développement parallèle d'une formation discursive, le mouvement psychanalytique en plein essor entre Zurich et Vienne. Témoignage unique de l'auto-analyse de Freud, image héroïque du découvreur de l'inconscient créé par Ernest Jones dans les années 50. Orientation essentiellement biographique, la référence à l'histoire de son fondateur devient centrale. Le livre sera décrété document historique par son auteur en 1919. L'ouvrage a pour fonction de préfigurer le premier manuel de psychanalyse et d'en tenir lieu. Il concevait ses rêves comme le matériel d'une plus complète élucidation des rêves. Pour une lecture psychanalytique de ses propres rêves, il faut une tradition d'auto-observation et d'attention dirigée sur certains phénomènes de l'inconscient psychique. Bleuler entama une analyse par lettres et nota ses rêves sur l'injonction de Freud. Sa position était de mettre en garde Freud de la difficulté de convaincre autrui de la justesse de ses idées. Jung reconnut une autre forme de censure, sorte de jeu de cache-cache avec son rêve, mélange de correspondance entre spécialistes, alliance entre l'étude expérimentale de l'association des idées et l'interprétation psychanalytique du rêve, garantissant le sérieux scientifique. Nouveau matériel pour ces théories, les médecins hostiles et les patients ignorants ne constituaient plus l'obstacle majeur. Steckel pensait que les médecins se laisseraient convaincre par les instructions sur le traitement présenté dans le livre. Freud avait initié un processus qui modifiait les rêves des lecteurs, feedback épistémique. Tout cela amena Freud à restreindre la fonction du rêve en tant qu'accomplissement de désir. Collecte des symboles rendant Freud capable de lire les rêves de ses patients comme lire un livre. Comité du symbole onirique, les lapsus et les actes symptômes seront réunis dans la psychopathologie de la vie quotidienne en 1904. Une culture de l'interprétation spontanée se développe. La recherche accordait trop peu d'importance à la symbolique fixe du rêve. Importance des premiers rêves et conseil de ne pas traduire trop vite les rêves aux patients. L'essence du rêve était devenue une fiction. Adler considérait que tout rêve était l'effet de deux courants contraires, lecture inverse d'un fantasme sur l'avenir comme l'histoire passée du rêveur projeté dans l'avenir. Philologie et complexe d'Oedipe, le livre était lui-même un témoignage nécessairement incomplet de l'auto-analyse de son auteur. Les rêves sont mis en relation avec la tragédie d'Oedipe, le modèle littéraire de Sophocle devenant l'élément constitutif d'une doctrine du complexe. John Forester montre l'élaboration très progressive de la conception de Freud dans la doctrine de la névrose. Les additifs des ouvrages relèvent de la collecte de symboles et de rêves typiques ayant pour objet le caractère sexuel du rêve et l'accomplissement de désirs. Herbert Silberer se démarqua de Freud en faisant la remarque que l'élément sexuel n'était pas essentiel pour la formation des symboles. Il adhérait à une théorie des complexes de Jung, doctrine formant les symboles dans une insuffisance de la capacité à saisir un objet ou dans une déficience aperceptive.
Jung caractérisait l'analyse comme un travail purement historique. Son travail était régressif, comme celui de la science historique. L'interprète devait déchiffrer les tendances de l'avenir présentes dans le contenu latent du rêve lui-même. Théorie ludique du rêve de Alphonse Maeder, où le rêve des adultes représente une continuation du jeu de l'enfant. Il publia une autre interprétation des rêves de Freud. Ferenczi tente d'exploiter les bases de la symbolique collectée par les Viennois en redonnant une pertinence clinique en les reliant à l'affectivité. L'interprétation du rêve est entre le document historique et le nouveau langage onirique. L'édition par Rank garantit l'indépendance commerciale des publications psychanalytiques. Reliée en cuir, la réédition de la première version renforce son caractère de document historique ayant perdu son rôle de manuel de psychanalytique. Difficulté de la traduction, introduire dans une autre culture un ouvrage lié si étroitement à son auteur, son histoire, sa langue, paraissait condamné d'emblée à l'échec. Un rêve est généralement intraduisible dans une autre langue, pense Freud. Samuel Yankelevitch s'adressa à Freud en 1911 pour une traduction du livre en français. Freud doute que la méthode fonctionne pour un rêveur lecteur issu d'une autre ère linguistique. Il conseille la traduction d'autres ouvrages. Yankelevitch renouvelle sa demande en 1920. Il faudrait tout rêver dans une autre langue. Abraham Arden Brill traduisit en anglais son enseignement auprès de lui à Zurich. Le favorisa même si, né en Galice, l'anglais ne fut pas la langue maternelle de ce dernier. Médecin, Yankelevitch appartenait plus au milieu littéraire que scientifique. Brill avait suivi une formation psychiatrique et garantissait les liens avec la médecine américaine. Après l'échec suisse de Maeder, Yankelevitch fut promu premier traducteur officiel de Freud chez Payot en 1922. Brill rendit l'ouvrage plus convaincant aux lecteurs profanes et subit une virulente critique scientifique. Cet ouvrage nous raconte combien ce livre est une aventure conviviale de la psychanalyse. Les rêves sont épouvantables pour la grande majorité des hommes. Le sage Oedipe s'entendait à puiser une consolation dans l'idée que nous n'y pouvons rien si nous rêvons telle ou telle chose. Tolstoï aussi a la même appréciation du rêve. Christian Frédéric Hebel explique que les images du rêve sont incompréhensibles du fait que nous ne comprenons pas le langage du rêve. Des rêves fous, délirants qui nous paraissent raisonnables dans le rêve même. Figure absurde de l'alphabet de l'âme. L'accomplissement de désirs visés par le rêve s'exprime avec la plus grande clarté dans le Sevanarola de Lenot, où la victime Ricolaus, où la victime rêve de délices paradisiaques après avoir souffert les tourments de la torture. Fréquence dans la création poétique à utiliser le rêve au service de la description d'états d'âme complexes. En décomposant les éléments du rêve, on montre le contenu latent derrière le contenu manifeste et le caractère d'accomplissement de désir dans sa généralité et dans le détail. Les images oniriques insérées par l'écrivain décrivent l'état d'âme de son héros dans le langage des pensées. Certaines images oniriques permettent d'attester les mouvements pulsionnels propres à tous les hommes. La nudité tire son dynamisme de la curiosité sexuelle bien connue de l'enfant. Les plaisirs interdits se manifestent tout autant que les efforts d'inhibition et de refoulement du moi inscrits dans la culture. La création artistique, poétique cherche à l'intérioriser et à l'épurer. Merci.